c'est Malek El Mamoun en direct de radiomas.fm. Merci de nous rejoindre en ce jour du 5 mars 2018 à Casablanca pour un débat qui va nous emmener tout au nord de notre planète vers l'Arctique. Longtemps considéré comme l'espace du vide, le pôle Nord est aujourd'hui appelé Arctique, voire même monde arctique, pour souligner la diversité, la complexité et la fascination qu'exerce cette région. Milieu contraignant, mais aussi espace convoité pour ses ressources naturelles et sa position stratégique, les partisans de son développement économique et les États qui se disputent son contrôle y voient une nouvelle frontière à exploiter. Mais leurs arguments s'opposent à ceux des protecteurs d'un environnement remarquable et menacé. Ceci revient à mettre en évidence la problématique suivante. Dans quelle mesure l'Arctique peut-il être considéré telle une nouvelle frontière si convoitée ? En effet, en 2005, le journal de New York Times titre une de ses unes en disant « Une ruée vers l'or au sommet du monde », parlant donc des mondes arctiques. Cela montre l'évolution entre la vision du XXe siècle, qui donc montrait un espace contraignant, polaire et peu productif, avec la nouvelle vision que nous avons au XXIe siècle d'un espace attractif pour 2 points. Tout d'abord, les réserves hydrocarbures et ensuite concernant les routes maritimes. Ainsi, les mondes arctiques deviennent un véritable enjeu au sein de la planète et peuvent être considérés comme une nouvelle frontière. C'est ce que l'on va voir en compagnie de nos invités Si Mohamed Bouayed, Ryan Melian et Aya Alej. Nous suivrons un plan en 3 parties. Premièrement, nous verrons l'intégration d'un milieu contraignant avec Aya Alej. Deuxièmement, nous nous intéresserons aux ressources convoitées avec Ryan Melian. Troisièmement, nous étudierons l'enjeu de l'Arctique pour les équilibres mondiaux avec Si Mohamed Bouayed. Et enfin, je vous présenterai le lien entre le développement durable et l'Arctique. Bonjour Aya et bienvenue. Donc aujourd'hui, tu nous expliqueras en quoi l'Arctique est un milieu contraignant. Bonjour Malek, bonjour chers auditeurs. Effectivement, je suis là pour vous expliquer ou plutôt vous présenter les contraintes de l'Arctique. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en plus d'un climat insupportable qui atteint les moins 60 degrés en hiver et une végétation clairsemée qui est extrêmement réduite, l'Arctique demeure et est un endroit convoité par plusieurs pays riverains. Comme l'a surligné dernièrement Mark Brooks, qui est spécialiste de développement des hydrocarbures dans l'Arctique, la faune marine ne connaît pas de frontières. C'est pour ça que plusieurs pays veulent saisir l'occasion, comme la Chine, mais surtout l'Amérique. Et oui, Trump veut permettre des forages dans des écosystèmes très sensibles, principalement au large de la Nouvelle-Écosse, tout près de zones de pêche importantes pour ces communautés. Bien que répartie sur une grande surface, la densité de la population reste très limitée. C'est-à-dire que 90% de la population qui vit dans les mondes arctiques viennent d'autres régions. C'est soit des scientifiques, des touristes, etc. Et donc, juste 10% de la population est un peuple autochtone, autrement dit 500 000 originaires de la région. C'est la raison pour laquelle on qualifie cet espace comme étant une nouvelle frontière. Depuis 1990, le dégel des banquises en Arctique commence. Celle-ci est la première à subir, mais aussi à jouir des conséquences du réchauffement climatique. Oui, vous avez bien entendu, rassurez-vous, j'ai dit jouir, puisque celui-ci a entraîné l'ouverture et la découverte de nouvelles routes maritimes, comme les routes nord-est et ouest. Par exemple, pour rejoindre Yokohama, au Japon, en partant de Rotterdam, il faut aujourd'hui passer par ce qu'on appelle le canal de Panama. En empruntant la route directe du nord-ouest au large du Canada, on gagnerait 7000 km. C'est vraiment surprenant. Donc cela justifie le fait que l'Arctique est un véritable enjeu pour les pays riverains dans le cadre du commerce mondial. Effectivement, le conseiller scientifique de sécurité russe a annoncé récemment que l'Arctique reste la seule région où le business peut se développer pratiquement librement, mis à part des contraintes pour le forage en eau profonde, bien sûr, dans le contexte des sanctions internationales.
Toutefois, la fonte des glaces inspire aussi de nouvelles idées, comme le fait d'utiliser les nutriments contenus dans les eaux douces des glaciers pour développer une agriculture hors sol, dite hydroponique. Comme nous le savons tous, le réchauffement climatique cause aussi beaucoup de dégâts et peut endommage souvent la vie des habitants. C'est évident puisque quand le sol dégèle, la glace fond, l'eau s'écoule et le sol s'affaisse parfois de plusieurs mètres. Du coup, les routes, les maisons et les pistes d'aéroports construites sur ce sol s'effondrent, sans oublier bien sûr l'envahissement des villes côtières qui se situent dans les continents et au sommet des montagnes. Mis à part ça, la décomposition de la matière organique s'enclenche. C'est cette décomposition en fait qui entraîne des dégagements de gaz à effet de serre. Et donc, plus il fait chaud, plus les composés organiques se dégradent en libérant des gaz à effet de serre. En dehors de tout ça, tout ce qu'il y a au-dessus du pergélisol, c'est-à-dire le sol gelé en permanence, affecte son régime thermique. Donc, plus il y a de la neige par exemple, plus le pergélisol va se réchauffer, étant donné que la neige est un excellent isolant thermique et fait barrière à l'air froid hivernal nécessaire au refroidissement du sol. Pour finir, le dégel des banquises provoquera la disparition de certaines espèces animales, comme c'est le cas de l'ours polaire, et l'intrusion de nouvelles espèces, comme c'est le cas du renard roux, qui entre en conflit avec le renard blanc en Arctique. Merci Aya. Maintenant, nous allons céder la parole à Ryan Mélian qui nous présentera les ressources des mondes arctiques et qui nous expliquera pourquoi elles sont si convoitées. Bonjour Ryan et bienvenue. Bonjour Malak. En effet, l'Arctique jouit d'un véritable potentiel de ressources. Tout d'abord, les ressources halieutiques, donc ressources animales et végétales, mais aussi des ressources énergétiques, comme par exemple le gaz, le pétrole. En effet, d'après le dernier rapport de la NOAA, datant du 1er février 2018, l'Arctique posséderait près de 30% des ressources naturelles de gaz au monde, ainsi que 13% des ressources mondiales de pétrole, ce qui fait d'elle une région très convoitée. Également, l'Arctique est un milieu regorgeant d'or et d'uranium, et enfin, les mondes arctiques commencent à avoir un potentiel touristique encourageant. Afin de déterminer le partage de ces ressources, les acteurs et les arbitrages internationaux sont particulièrement importants. Donc les acteurs qui jouent un rôle sont principalement les États riverains, puisque malheureusement les peuples autochtones comme les Inuits n'ont que peu de rôle. Depuis 1996, s'est constitué le Conseil de l'Arctique qui réunit 8 États riverains, comme les États-Unis, la Russie et la Norvège. Ce conseil a été créé afin de discuter et d'encourager le projet de développement durable et pour pouvoir déterminer le partage des ressources. En effet, on peut s'intéresser à quel partage de ressources. Certes, le partage terrestre des ressources de l'Arctique a été effectué, mais le partage maritime n'est toujours pas fait. Et donc les États riverains se battent sur la ZEE justement pour avoir accès aux routes maritimes. Alors l'Arctique est un véritable enjeu du partage des ressources, donc d'une part les ressources halieutiques et énergétiques et d'autre part des routes maritimes. Merci Ryan. Maintenant, nous allons passer chez Si Mohamed Bouayed avec qui nous étudierons l'enjeu de l'Arctique pour les équilibres mondiaux. Bonjour Simo et bienvenue. Merci Malek. Comme il est indiqué dans le rapport du Sénat 684, plusieurs pays sont en course afin de s'approprier cette zone. On peut citer à titre d'exemple le Canada, le Danemark et tout récemment la Chine, qui voient en l'Arctique un endroit stratégique. Ces pays désiraient tous mettre la main sur les trésors de l'Arctique, ainsi que les ressources rares qu'il abrite. En effet, la Chine s'affirme comme une puissance mondiale. D'une part, cette dernière a ouvert en 2004, par le biais de la Norvège, un laboratoire de recherche pétrolière sur l'île norvégienne de Spitsberg. D'autre part, la Chine ne se contente pas de son alliance avec la Russie. Comme l'indique l'agence de presse multimédia Sputnik dans son article nommé « La Chine et la Russie signent des accords internationaux sur l'Arctique », publié le 16-10-2017 dans la rubrique internationale, le pays asiatique a signé un mémorandum d'entente mutuelle avec les USA, l'Allemagne, le Chili et l'Argentine. Dans un deuxième temps, l'Arctique est considéré comme une nouvelle frontière,
puisque c'est un véritable enjeu pour les équilibres mondiaux. C'est donc ce qu'on a vu avec la fonte de la banquise qui s'intensifie. En effet, c'est cette même information qui est relayée par différentes sources. On peut citer à titre d'exemple le journal La Libération avec son article Climat ainsi fond l'Arctique, publié le 9 janvier 2017, ou encore le quotidien français Le Figaro dans son écrit Fonte record de la banquise arctique, publié le 29 août 2012 et qu'on peut trouver dans la rubrique Environnement. Et finalement, Le Monde qui affirme aussi la même information par le biais de son article intitulé La banquise arctique pourrait complètement disparaître d'ici 4 ans, publié le 25/11/2016. De surcroît, l'Arctique regorge d'enjeux géostratégiques et géopolitiques. Ces enjeux sont visibles car l'Arctique était une véritable frontière lors de la guerre froide. Ainsi, le magazine mensuel de vulgarisation scientifique nous informe dans son article Mais que viennent faire les pays en Arctique, publié le 2 décembre 2016, qu'il reste toujours des bases aériennes et des flottes sous-marines, mais également que l'Arctique est un enjeu géopolitique avec le fameux passage du Nord-Ouest, donc qui oppose par exemple les États-Unis et le Canada et qui permettrait un meilleur accès à l'Asie, donc qui permettrait d'augmenter leur commerce. En outre, l'Arctique est divisé entre deux logiques d'exploitation des ressources énergétiques, mais aussi la logique de protection non qui anime de plus en plus les ONG environnementales, justement pour commencer à protéger l'Arctique sensible à l'homme et à ses activités. Pour finir, en se basant sur un article d'actualité du Figaro, La ruée vers l'Arctique, récemment publié le 28 janvier, on peut confirmer l'entrée en jeu de la Chine dans le cercle polaire ainsi que l'intensification du trafic maritime causé par la fonte de la banquise. L'appétit pour l'hydrocarbure s'aiguise. Merci Simo. Maintenant, je vous présenterai le lien entre le développement durable et l'Arctique. Donc l'océan Arctique, un des derniers espaces naturels préservés de la planète, est un écosystème fragile et riche, mais également méconnu. Les changements climatiques modifient cet océan et la région qui l'entoure à une vitesse vertigineuse. Contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'a pas un statut international, donc seul le Conseil arctique, formé par ses 8 États riverains, gère ce territoire avec l'objectif affiché de défendre les intérêts de chacun de ses membres. Inutile de dire que les demandes de préservation faites par les ONG écologistes rencontrent une opposition qui ralentit toute attention sur la gestion durable et raisonnée des ressources et des zones particulièrement sensibles. La tentation est trop forte pour les compagnies qui cherchent à exploiter les réserves de gaz et de pétrole. Les scientifiques s'en mêlent aussi. Dans le cadre de l'année polaire internationale en 2007-2008, Tara, un voilier français destiné à la fois à la recherche scientifique et à la défense de l'environnement, a été utilisé en Arctique par l'expédition Tara Arctique dans le but de faire des relèves permettant de mieux comprendre les changements climatiques qui s'y opèrent. Cette expédition a lancé un appel aux décideurs et à la société civile, c'est-à-dire nous, pour que des actions soient prises immédiatement pour l'Arctique. Parmi elles, des mesures de bon sens, telles qu'un accès facilité pour les programmes en Arctique, une réglementation stricte du tourisme, la création de nouvelles normes internationales pour le transport maritime en Arctique, l'élargissement du Conseil arctique, etc. Mais combien de temps faudra-t-il pour voir ces mesures sur la table de négociation ? Sans doute jamais, à moins que nous, citoyens du monde, nous nous réveillons, car le temps joue contre l'océan Arctique. Plus ça fond vite, ce qui est le cas avec les minima de glace les plus faibles ces dernières années, plus les entreprises foncent vers ce qu'elles considèrent comme le nouvel Eldorado, que ce soit pour les ressources naturelles, la pêche, le tourisme ou encore les transports maritimes. Cet Eldorado potentiel n'est pourtant que de court terme et ne se limite qu'à l'intérêt de quelques-uns. Les coûts cachés du changement climatique en Arctique montrent qu'aucun investissement ne sera durable, ne prend pas en compte les facteurs écologiques et notamment le climat global. Le dégel du pergélisol en Sibérie, par exemple, est susceptible de libérer tant de méthane que cela remet en cause les estimations les plus pessimistes sur l'évolution du climat. La seule certitude en face à la rapidité des changements climatiques en cours est que l'urgence écologique doit aller de pair avec l'urgence économique.
On arrive à la fin de notre émission. Merci d'avoir contribué au débat sur l'Arctique, qui, comme vous le voyez, est assez passionnant. Nos auditeurs, merci à vous d'avoir suivi ce débat. Je tiens également à remercier nos techniciens et je vous dis à la semaine prochaine.